Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. « 19 septembre 1995. Au 36 quai des Orfèvres, le commandant Pellegrin et ses hommes ramènent Guy Georges qu'ils viennent d'extraire de sa cellule. Ils ont des questions à lui poser concernant les meurtres de Catherine Rocher et Elsa Benadi, sauvagement assassinés l'année précédente. Le détenu a été interpellé 10 jours plus tôt, suite à l'agression de Mélanie Bakou. Il portait sur lui un Opinel numéro 12, le genre de couteau qui pourrait avoir causé la mort de Catherine Rocher et Elsa Benadi. Et pendant la perquisition de sa chambre d'hôtel, les flics ont mis la main sur un sac à dos. À l'intérieur, du sparadrap et des préservatifs intacts. Or, les deux victimes portaient des marques qui pourraient indiquer l'utilisation d'un adhésif. Et aucune trace de sperme n'a été prélevée sur les scènes de crime. Guy est tellement calme face aux flics qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il leur explique que le sparadrap lui sert à protéger ses genoux ou à panser ses blessures. Les préservatifs, il les utilise lors de ses rapports sexuels avec sa régulière. Guy ne sourcille pas face à la photo de Catherine Rocher. Il est passé maître dans l'art de dissimuler sa part la plus sombre. Même ses plus proches amis n'y voient que du feu. Les flics ne tirent rien de ce type serein qui semble ne rien avoir à se reprocher. Et qui accepte même de se soumettre à un prélèvement sanguin. Le commandant Pellegrin espère que l'ADN de Guy Georges correspondra à la goutte de sang retrouvée sur un flyer dans la voiture d'Elsa Benadi. Avant de le ramener en cellule, ils conduisent Guy Georges dans le bureau de Gérald Sanderson, qui bosse sur les meurtres de la Bastille et l'agression d'Elisabeth Ortega. Sanderson et ses hommes interrogent le suspect sans grande conviction, vérifient en vain s'il a le deuxième orteil plus long que le gros, comme le suggèrent les empreintes retrouvées dans le sang d'Hélène Frinking, mais pas si son ADN est identique à celui du sperme présent sur les scènes de crime. Or, il n'existe pas de fichier national d'empreintes génétiques qui permettrait de comparer automatiquement celle de Guy Georges à celle identifiée dans d'autres affaires. Il faudrait le faire au cas par cas. Et les flics n'ont pas le temps. Guy n'est pas inquiet. Il est persuadé de n'avoir laissé de traces ni dans la bagnole de Catherine Rocher, ni dans celle d'Elsa Benadi. Et il a raison. Le sang sur le flyer n'est pas le sien. Les empreintes digitales non plus. Il peut donc tranquillement terminer sa peine de prison au centre de détention de Châteaudun. Il en sort le 6 juin 1997 pour bonne conduite, libre comme l'air et impatient de récidiver. Été 1997. Dans l'affaire du tueur en série qui terrorise Paris, les flics pataugent. Ils pensent avoir envisagé toutes les pistes. Voisinage, proche des victimes, mauvaise rencontre, en vain. Et le portrait robot auquel ils s'accrochent comme à une bouée de sauvetage leur a amené plus d'emmerdes que de solutions. Ça fait 2 ans que le tueur en série n'a pas fait parler de lui. Les flics s'imaginent qu'il est mort ou bien parti à l'étranger, alors qu'il est à l'ombre et qu'ils sont passés à côté. À court d'idées et de temps, la crime se consacre à d'autres enquêtes. Les pulsions de Guy, elles, ne font pas de pause. De retour sur Paris, il est hébergé par un pote avenue Corentin-Cariou, dans le 19e. Depuis sa sortie de prison, il a retrouvé son cercle amical, les discussions politiques enflammées et ses petites habitudes. Le 23 septembre 1997, il flash sur une jeune femme de 19 ans qui sort du Monoprix de l'avenue Jean Jaurès. Il est 17h. Il n'a jamais chassé le jour. Ce serait une première. Ça l'excite à mort. Sa future victime s'arrête devant le 71 rue d'Aupoul, à proximité du parc des Buttes-Chaumont.
Il s'introduit à sa suite et la surprend devant la porte de son appart, alors qu'elle s'apprête à rentrer. Guy n'a pas son matos habituel. Il improvise, des lacets de chaussures pour les liens, un couteau de cuisine pour le meurtre. En fin de soirée, la commissaire Martine Monteil, nouvelle patronne de la crime depuis l'année précédente, arrive au 71 rue de Poule. Magali Sirotti gît sur son lit, égorgée, les vêtements méthodiquement découpés au couteau. Monteil est au fait du dossier du tueur en série qui sévit dans la capitale. Elle reconnaît tout de suite sa signature criminelle. Après 2 années d'accalmie, le monstre a repris du service. Plus prudent que jamais. Passé au peigne fin, la scène de crime ne lâche rien. Pas une empreinte digitale, pas une goutte de sperme. Et personne n'a rien vu. Rien entendu. À l'automne 1997, Guy va voir son meilleur pote, à Mansle, en Charente. Il y rencontre Virginie, une jeune femme de 20 ans qui est enceinte de 8 mois. Le père de l'enfant l'a laissé tomber. Guy décide de prendre sa place. Il est captivé par le ventre rond et passe son temps à le caresser. De retour à Paris, le 8 octobre, il débute une correspondance amoureuse où il se montre fleur bleue. Le 28 du même mois, il agresse une responsable commerciale de 25 ans à la porte de son appartement. La jeune femme lui tient tête, puis se roule en boule devant la porte de sa voisine et hurle de toutes ses forces. Guy s'enfuit sans demander son reste. Dès le lendemain, il envoie une carte postale à Virginie, comme si de rien n'était. Il va la retrouver quelques jours plus tard et lui promet d'être présent pour elle et le bébé. Finalement, il remonte à Paris sans assister à l'accouchement. Il appelle Virginie à la maternité et lui envoie du parfum en guise de cadeau de naissance, avant de ne plus lui donner signe de vie, comme son père l'avait fait avec lui. 15 novembre 1997, 2h45 du matin. Estelle Magde quitte le Mégalo, un bar dansant de la rue de Lappe, dans le quartier de la Bastille. Elle y a rejoint des amis pour se consoler d'une peine de cœur. La secrétaire de 25 ans s'est vidé la tête sur la piste de danse. Un pote l'accompagne jusqu'à la station de taxi de la rue de la Roquette. Mais Estelle décide de rentrer chez elle à pied. Elle n'en a que pour 10 minutes. Elle a l'habitude, ça ne craint rien. Guy flash sur la jeune femme et lui emboîte le pas jusqu'au 12 rue de la Forge Royale. Comme à son habitude, il oblige sa victime à lui ouvrir la porte et la ligote sur son lit. Cette fois-ci, il utilise les lacets des chaussures de la jeune femme. Il lui annonce qu'il va la violer. Estelle supplie son agresseur de mettre un préservatif. Pour toute réponse, l'homme la bâillonne avec le sparadrap qu'il a apporté et commence à découper ses vêtements. Ses mains ne tremblent pas. Ses gestes sont précis et répétés. Estelle comprend qu'elle n'est pas sa première victime. Son esprit s'éclipse, tandis que son violeur se repète son corps. Guy est évané. Il piquerait bien un petit somme. Il s'allonge sur le lit à côté de la jeune secrétaire et lui dit qu'il faut dormir. Mais elle lui annonce que la concierge va venir pour les poubelles. Guy flippe. Il doit en finir au plus vite. Il abat l'opinel sur sa proie si sauvagement qu'il s'entaille la main. Son sang se mêle à celui de sa victime agonisante. Il éponge sa blessure sur son sweat et l'enfourne dans le sac à main qu'il a prévu de voler. Il va se laver les mains dans la salle de bain. Le temps presse. La concierge doit passer. Il se dépêche de sortir en oubliant le sac à main. La porte claque. Il ne peut plus le récupérer. Quel con! Il doit se résoudre à laisser sur le lieu du crime une preuve irréfutable de sa culpabilité. Les flics envoient le sweat à capuche au docteur Pascal, responsable du département des empreintes génétiques du laboratoire de Nantes. Les analyses de la sueur au niveau des aisselles ne laissent aucun doute. L'ADN est celui de SK, le tueur en série qui a violé et assassiné Agnès Nieschkamp et Hélène Frinking en 94 et 95. Cette nouvelle affaire est confiée au groupe du commandant Sanderson qui enquête déjà sur ces 2 meurtres. La liste des victimes s'allonge et les flics vont devoir passer la seconde. Le 20 novembre 97, le journal Le Parisien publie en double page une enquête intitulée « Un tueur en série dans la capitale ».
Bientôt, toute la presse s'empare de l'affaire. Le meurtrier gagne un surnom, le tueur de l'Est parisien. Les flics sont sommés de rendre des comptes. Un nouveau portrait robot est établi avec un logiciel plus performant. Il est diffusé à tous les services de police le 24 novembre 1997, accompagné d'une description du mode opératoire du tueur. Le 26 novembre, les autorités lancent un appel à témoins et un numéro vert pour rassurer la population. Rien n'y fait. À l'approche des fêtes de fin d'année, Paris sombre irrémédiablement dans la psychose. Guy panique lui aussi. Il sait que le battage médiatique joue contre lui. Les flics sont sur les dents et la dernière fois, il a commis une erreur en laissant son sang sur la scène de crime. Une erreur qui pourrait lui coûter très cher. Il arrête alors de partir en chasse, s'entoure pour ne pas se retrouver seul avec ses pulsions. Il prévoit d'aller passer le réveillon à Mansle, en Charente, chez son meilleur pote. Une bonne manière de se mettre au vert, de s'éloigner de Paris, de ses tentations. Les flics ont relevé l'ADN du tueur de l'Est parisien sur 3 scènes de crime. Mais la loi leur interdit de le comparer à l'ensemble des empreintes génétiques répertoriées dans les laboratoires avec lesquels ils travaillent. Fin 97, la commissaire Monteil en parle à Gilbert Thiel, le premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Gilbert Thiel instruit 5 crimes imputés au tueur en série. Fin 97, Thiel réclame à tous les laboratoires de rechercher dans leurs précédents rapports d'analyse génétique un ADN masculin correspondant à celui du tueur. C'est illégal. Mais il n'est plus temps de respecter la loi. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Début janvier 1998, Guy est de retour à Paris et reprend sa petite vie de galère. Il retrouve ses potes de squat, vole pour se nourrir et picole pour s'abrutir. Il se paie quand même le luxe de passer une nuit torride avec une gamine de 24 ans, lui qui approche les 36 piges. Fin janvier, il fauche un scooter et se ramasse. Les keufs l'arrêtent et prennent une photo judiciaire de sa tronche. Il s'est cassé le nez lors de l'accident. Il marine un peu en garde à vue avant de repartir sans être inquiété. Décidément, Guy a du bol avec les flics, mais l'étau se resserre et il le sent. 24 mars 1998. Au 36 quai des Orfèvres, Martine Monteil reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, le docteur Pascal du laboratoire d'analyse biologique de Nantes. On l'a identifié. Il s'appelle Guy Georges. Le laboratoire possède l'ADN de Guy Georges depuis septembre 1995. Depuis qu'il a accepté de se soumettre à une prise de sang dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de Catherine Rocher et d'Elsa Benadi. Mais avant que le juge Thiel n'en fasse la demande, cet ADN n'avait jamais été comparé à celui retrouvé sur Agnès Nischkamp, Hélène Frinking et Estelle Magd. À présent, les flics connaissent l'identité du tueur de l'Est parisien, à qui ils attribuent 7 meurtres perpétrés avec le même mode opératoire. Martine Monteil met toutes les brigades de la crime sur le pied de guerre. Le dossier criminel de Guy Georges est épluché pour répertorier tous ses points de chute. Dès 21h, les hommes du 36 planquent devant les endroits où il est susceptible de se pointer. Dans la nuit, sa photo est diffusée à tous les flics de Paris. Ça fait trop longtemps que le multirécidiviste agit impunément. Il est temps de le mettre hors d'état de nuire. « 25 mars 1998. Comme tous les mercredis, c'est jour de marché sur le boulevard de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Guy déambule entre les étals et il cherche un couteau pour remplacer le dernier qu'il a dû jeter. Mais ce matin, Guy doit repartir bredouille du marché. Sur le chemin du retour, il croise une amie avec qui il partage sa passion des couteaux. La conversation dure une bonne heure. Quand on le branche sur les surins, Guy est intarissable.
26 mars 98, 7 heures. Sur RTL, le Flash Info débute par un scoop. L'identité du tueur de l'Est parisien. Au 36 quai des Orfèvres, la commissaire Monteil fulmine. Les flics avaient pourtant demandé à la presse de tenir sa langue. Si le meurtrier se sait recherché, il n'aura qu'à disparaître à l'étranger, et la crime pourra s'asseoir sur son arrestation. Martine Monteil convoque une réunion d'urgence. Il n'est plus question d'attendre sagement qu'il se montre là où on a l'habitude de le voir. La patronne de la crime demande à tous les flics de Paris de redoubler de vigilance. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. 12h45, Pigalle. Guy n'a pas l'intention de faire de vieux os à Paname. Ce matin, il a échappé à un coup de filet au foyer Saint-Vincent-de-Paul, où il vient chercher son RMI. Maintenant, il n'a qu'une seule idée en tête, se faire oublier. En sortant du métro Place Blanche, il passe en revue tous les moyens à sa disposition pour se tirer le plus rapidement possible. Voler une moto pour partir en Espagne, par exemple. Accaparé par ses pensées, il ne voit pas la voiture banalisée garée à quelques encablures de la bouche de métro, ni les 2 flics à son bord. Le lieutenant bas devant et son partenaire, Karim El Sayed, ont eu du flair. Les 2 agents de la PJ de la Goutte d'Or s'attendaient à ce que Guy Georges, qui a ses habitudes à Pigalle, sorte à la station Blanche s'il revenait dans le quartier. Et il est là, face à eux. L'homme le plus recherché de France. Les 2 flics savent ce qu'il leur reste à faire. Ils bondissent hors de la voiture et se ruent sur le tueur de l'Est parisien. En moins de 2 minutes, ils le plaquent sans ménagement contre la vitrine du Monoprix de la Place Blanche, le menottent et le traînent à l'intérieur. Ils le fouillent et trouvent sur lui un Opinel numéro 8 et des capotes. Ils lui carrent le mandat d'arrêt sous le nez. Son compte est bon. Guy a beau gueuler qu'il n'a rien fait. Il est marron. Escorté au 36 quai des Orfèvres, il est accueilli par une haie d'honneur et les regards haineux. Il est aussitôt mis en examen pour les meurtres d'Agnès Nischkamp, Hélène Frinking et d'Estelle Magde, et pour l'agression d'Elisabeth Ortega. Dans ces 4 affaires, son ADN a été retrouvé sur les lieux. Pour les 4 autres meurtres, les flics n'ont rien contre lui. Et il n'a pas l'intention de leur mâcher le boulot. Mais les flics de la crime ne sont pas des bleus. Ils savent comment travailler un criminel au corps pour le faire craquer. Tout en douceur, à coups de whisky et de tapes dans le dos. Vers 23h, Guy Georges se met à table. Et durant les 24 heures suivantes, il raconte en détail les meurtres de Pascal Escarfaille, commis en 91, et de Magali Sirotti, en 97. Le 17 novembre 98, il reconnaît avoir tué Catherine Rocher, en 94. Le 19 novembre, les flics le piègent pour le meurtre d'Elsa Benadi, dont le tueur confond certains éléments avec celui de Catherine Rocher. Les enquêteurs parviennent ainsi à lui faire avouer les 7 meurtres qui lui sont attribués. Son procès s'ouvre le 19 mars 2001. Guy Georges fait d'abord marche arrière en niant tous ces meurtres, même ceux pour lesquels son ADN l'accuse indubitablement. Le 27 mars, il craque cependant face à Elisabeth Ortega, qui est parvenue à lui échapper en juin 95. Il reconnaît tous ses crimes. Le 5 avril 2001, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Pour les familles des victimes, c'est une victoire au goût amer. S'il avait existé un fichier national des empreintes génétiques, Guy Georges aurait pu être arrêté dès 1995. Il aura fallu attendre son arrestation et 2 meurtres supplémentaires pour que ce fichier voie le jour. Le 17 juin 1998.